Donc, bonjour et bienvenue à cette partie consacrée aux risques professionnels et conditions de travail. Donc, je vais laisser Jean-René introduire le sujet et ensuite je présenterai les intervenants qui m'accompagnent. Merci Dorothée, bonjour à chacun d'entre vous. Et, effectivement, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 2 octobre 2019, Dorothée Bernard vous proposait nos projets en termes de pénibilité, des projets paritaires, en termes de pénibilité et de création d'une politique de prévention des risques professionnels. Alors 2 ans après, on a l'impression qu'on a fait ce qu'on a dit, ce qui est un peu révolutionnaire dans certains cercles, mais pas du tout chez nous, Madame Taokali. Un référentiel de branche, un référentiel de pénibilité de branche, et Solène Taokali, que Dorothée va présenter tout à l'heure, va nous présenter et identifier peut-être et revenir sur la cartographie des risques professionnels, un outil de pilotage la prévention des risques professionnels, d'où la présence de Bernard Côté au nom de Didactem, utilisé aujourd'hui par 2500 établissements, ou 2400 et quelques établissements, un nombre insuffisant, disait Bernard tout à l'heure en arrivant. Donc, il y a 2 ans, pour vous présenter cela, donc on arrive là à la croisée des chemins, et c'est surtout pas aujourd'hui que tout finit, c'est là où tout commence. Puisqu'une politique de prévention est nécessaire, on l'a vu, et donc d'un point de vue paritaire, les organisations syndicales représentatives, la CEPNL, souhaitent aller encore plus loin dans cette démarche de prévention des risques, peut-être, et ça vous l'évoquerez tout à l'heure, dans le cadre d'une négociation d'un accord, avec la création d'une commission paritaire idoine, etc., se donner les moyens de créer cette politique. Nous, en interne, on s'est donné les moyens, parce que Dorothée Bernard est devenue responsable de la partie conditions de travail à la FNOGEC, donc c'est symboliquement fort pour nous, et on l'a dit tout à l'heure, que la notion de charge de travail, de conditions de travail, allait être au cœur des problématiques des entreprises dans les années à venir, et donc des branches. Mais je vous laisse entre les mains expertes de Dorothée, qui est la cheville ouvrière de cette politique de prévention paritaire. Donc merci à elle pour l'animation de cette table ronde. Et Dorothée, je vous laisse la parole. Merci. Donc, merci Jean-René. Donc, Madame Solène Taokali, vous êtes chargée de mission au bureau des acteurs de la prévention de la Direction sociale générale du travail. Et ensemble, donc, nous allons échanger sur le référentiel pénibilité. En effet, les partenaires sociaux de la branche de l'enseignement privé ont élaboré un référentiel pénibilité qui est en cours d'homologation, donc auprès de la DGT, donc Direction générale du travail, et qui attend la signature donc de l'arrêté pour pouvoir être publié et ensuite rentrer en vigueur pour une durée de 5 ans. Et donc, comme vous nous le disiez en aparté, la signature ne saurait tarder. Est également présent avec nous Monsieur Bernard Côté. Donc, vous êtes directeur général du cabinet Didactem, oui, cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans le pilotage de leur politique de prévention santé et sécurité. Et vous travaillez avec la branche de l'enseignement privé depuis 2 ans. Oui. Vous accompagnez les partenaires sociaux dans leur démarche relative à la qualité de vie au travail, donc à travers le diagnostic pénibilité, comme le disait Jean-René en introduction, et l'amélioration des conditions de travail, et d'où la mise en place d'outils opérationnels au service des OGEC, donc avec le référentiel pénibilité homologué et un outil de gestion, un outil de pilotage et de gestion de la prévention des risques professionnels, G2P. Donc aujourd'hui, G2P est utilisé par 2500 OGEC qui sont adhérents au régime EEP Santé, puisque c'est le degré élevé de solidarité de ce régime qui finance gratuitement cet outil. Donc ensemble, nous allons évoquer la loi de réforme pour la santé au travail, dite la loi santé, qui a été publiée en août 2021 et qui vise à renforcer l'importance du document unique d'évaluation des risques. Et donc, vous nous présenterez comment G2P apporte des solutions opérationnelles face à cette nouvelle loi. Donc, concernant le référentiel pénibilité, avant de vous poser un certain nombre de questions, nous avons souhaité faire un bref rappel réglementaire. Le Code du travail prévoit que l'employeur est responsable de la santé et de la sécurité des salariés. Donc, il met en place une démarche de prévention afin de satisfaire à son obligation de sécurité et de résultat. Donc, à ce titre,
L'employeur doit évaluer, prévenir l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Un risque professionnel correspond à l'exposition à un danger. Depuis le 1er octobre 2017, seuls les salariés soumis à 6 facteurs de pénibilité, donc au lieu de 10 précédemment, demeurent dans le champ du compte professionnel de prévention, C2P. Donc ces 6 facteurs, vous les voyez sur la diapositive, donc le travail de nuit, le travail en équipe successive alternante, le travail répétitif, le travail en milieu hyperbare, le bruit et les températures extrêmes. Concernant les 4 autres facteurs de pénibilité, l'employeur n'est plus tenu de les mesurer en termes de dépassement des seuils réglementaires. En effet, ces 4 facteurs ne génèrent plus de droits au titre du C2P. Donc, concernant les 6 facteurs cités précédemment, en cas de dépassement des seuils d'exposition, l'employeur fait une déclaration, et ce qui permet aux salariés de cumuler des points sur leur compte C2P. Ces points permettront ensuite aux salariés de les utiliser, soit pour suivre une formation, aménager leur temps de travail, ou encore prendre un départ anticipé à la retraite. Donc, pour établir sa déclaration, l'employeur peut utiliser le référentiel de branche homologué, et donc d'où ma première question, Madame Taokali. Quel est l'intérêt d'avoir un référentiel homologué? Alors, avoir un référentiel homologué quand on a une branche ou un établissement, c'est d'avoir à disposition un outil de prévention qui est simple, qui est pédagogique et qui est particulièrement adapté aux TPE, PME. Donc, le but du référentiel, en fait, c'est vraiment de sécuriser les employeurs et les établissements quand ils vont devoir déclarer leurs salariés au titre du compte professionnel de prévention. Donc, le référentiel, comme il permet d'identifier les situations qui sont à risque, eh bien, en fait, il aide l'employeur dans sa déclaration. Et lorsqu'il est homologué, le référentiel, en fait, il apporte un gage de qualité et de sécurité, puisque l'employeur peut vraiment se prévaloir de ce référentiel lorsqu'il veut déclarer ses salariés. D'accord. Donc, comme vous disiez, le référentiel identifie notamment les facteurs d'exposition de risque des salariés, mais pas que. Et donc, pouvez-vous davantage préciser le contenu du référentiel? Alors, effectivement, donc, le référentiel, il doit recenser les situations, les postes, les situations de travail qui sont exposés à des facteurs de risque, mais il doit aussi proposer des mesures de prévention associées que l'employeur peut mettre facilement en place. Donc, le référentiel, il doit vraiment contenir un diagnostic, puisque sans diagnostic, on ne peut pas savoir d'où on part, et proposer des mesures de prévention, mettre en place une cartographie des risques pour que l'employeur puisse s'en servir le plus simplement possible. Très bien. Et donc, au moment de l'homologation, quels sont les éléments qui sont particulièrement regardés? Alors, donc l'homologation se fait en plusieurs étapes. Donc, d'abord, ce sont les services du ministère du Travail qui vont analyser le référentiel, donc vérifier qu'il correspond bien aux bases légales du Code du travail. Et ensuite, il est examiné par la commission spécialisée numéro 1 du Conseil d'orientation des conditions de travail. Là encore, on va s'assurer que le contenu est conforme au Code du travail, que la cartographie des risques, en fait, elle est lisible, elle est facilement compréhensible et qu'on peut la mettre en place facilement par un employeur. Cette commission spécialisée, elle est composée de partenaires sociaux, donc en fait, elle est assez attachée à ce que les référentiels soient élaborés de manière paritaire, puisque c'est quand même important que le dialogue social se saisisse des enjeux liés à la prévention. Et puis, comme le référentiel, en fait, on veut vraiment l'inscrire dans une démarche de prévention, c'est important qu'il couvre de nombreux facteurs, même ceux qui ne sont pas soumis à déclaration. Donc, les facteurs qui sont, par exemple, manutention manuelle de charge, posture pénible, mais aussi les facteurs comme les risques psychosociaux ou les risques liés aux chutes de hauteur. Très bien, donc là, vous avez précisé le contenu du référentiel. Donc là, il est homologué. Et donc, concrètement, comment l'employeur applique ce référentiel dans son établissement? Alors, pour prendre l'exemple de votre branche, votre référentiel a déterminé que les surveillants de nuit sont exposés aux facteurs travail de nuit lorsqu'ils travaillent plus de 4 nuits par semaine. L'employeur, une fois qu'il a ce référentiel, il n'a plus qu'à vérifier que son salarié, que son surveillant effectue bien 4 nuits par semaine, il peut automatiquement le déclarer au compte professionnel de prévention. Il n'a plus à calculer si le surveillant a bien travaillé 1 heure entre minuit et 5 heures du matin, puisque ce sont les seuils qui sont associés au facteur travail de nuit. Le référentiel le fait pour lui. L'employeur, il peut aussi se servir de ce référentiel pour faire sortir en fait ses salariés de situations d'exposition. Donc, par exemple,
le personnel d'entretien des locaux ou les ASEM, elles sont soumises à des facteurs liés aux postures pénibles. Le référentiel propose des mesures de prévention adaptées, comme par exemple veiller à avoir des chariots roulants pour le matériel. Enfin, donc, il peut se saisir de ces mesures de prévention et les mettre en place assez facilement. Et est-ce qu'un salarié peut contester l'application du référentiel? Alors, le salarié ne va pas contester directement l'application du référentiel, mais il peut contester le nombre de points qui lui a été attribué ou le fait qu'il aurait dû être déclaré un facteur de risque et l'employeur ne l'aurait pas déclaré. Alors, pour ce faire, il va d'abord engager un dialogue avec son employeur, puis faire une réclamation un peu plus formelle. Et en cas d'échec et en cas de rejet de cette réclamation par l'employeur, il peut saisir la CARSAT d'où son établissement dépend. Et c'est vraiment en fait la CARSAT, par le biais des conseillers enquêteurs, lorsqu'ils vont analyser la réclamation, qui vont pouvoir statuer si le référentiel a été bien appliqué ou pas. D'accord, merci pour cette réponse. Une autre question, quel risque encourt un établissement qui fait une déclaration inexacte? Alors, normalement, si un établissement fait une déclaration inexacte, il peut encourir des pénalités. Mais s'il a appliqué le référentiel, qui est homologué par le ministère du Travail, il est présumé de bonne foi et du coup, il n'a plus de pénalité. Et est-ce que vous pouvez nous préciser une situation qui ferait référence à une déclaration inexacte? Eh bien, ce serait typiquement le cas où un surveillant de nuit, qui le référentiel indique qu'il est déclaré au facteur travail de nuit, et l'employeur qui ne l'aurait pas déclaré, alors que le référentiel l'identifie clairement. D'accord. Donc là, le référentiel est homologué pour une durée de 5 ans. Et donc, et après? Alors après, donc, il peut être soit renouvelé, actualisé, ou bien laisser place à un accord de branche. C'est par exemple le cas de la branche des matériaux et des négociations, qui a donc en 2016 négocié un référentiel pénibilité, puis en 2018 un accord de branche qui du coup a remplacé le référentiel pénibilité. Ils se sont servis de ce référentiel puisque ce référentiel leur a permis de faire un diagnostic de branche et d'initier en fait cette démarche vertueuse de prévention. Et comment ont été traités les 4 facteurs qui ne sont plus soumis à la déclaration? En fait, pour la majorité des référentiels qui sont à ce jour homologués, donc nous avons une vingtaine et puis le vôtre serait notre 21e référentiel homologué, la plupart de ces référentiels en fait intègrent les 4 facteurs qui ne sont plus soumis à déclaration. Nous encourageons les branches en fait à vraiment inclure ces 4 facteurs dans le référentiel, puisque l'idée c'est vraiment d'avoir une démarche globale de prévention qui se veut vertueuse et qui du coup doit vraiment couvrir le plus de risques possible. Oui, mais c'est effectivement dans cette dynamique de démarche globale de prévention que la branche de l'enseignement privé s'inscrit. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme vous le disiez, que les 4 facteurs ont été intégrés dans le référentiel pénibilité. Et d'ailleurs, les partenaires sociaux sont allés plus loin, puisque Bernard, dans G2P, comment se traduit le référentiel pénibilité? Alors, tout d'abord, je dirais qu'il est rendu dynamique grâce à un outil informatique. C'est-à-dire que la gestion de la pénibilité est une des fonctionnalités de l'outil auquel vous avez fait référence tout à l'heure. Nous avons rentré dans cet outil informatique l'ensemble des données qui ont été mesurées et qui ont donné lieu à une homologation du référentiel. Et là-dedans, l'exposition à chacun des facteurs est donnée comme si le salarié, ou en partant de l'hypothèse selon laquelle le salarié exercerait cette activité pendant 100% de son temps. Alors, la difficulté consiste à faire des règles de 3 lorsqu'on a un référentiel papier, alors que grâce à G2P, en rentrant simplement, en intégrant la polyvalence des tâches, puisqu'on sait bien que dans la majorité des cas de différents secteurs d'activité, et Dieu sait si on travaille avec beaucoup de ces secteurs, eh bien dans la majorité des cas, beaucoup de salariés n'ont pas une activité unique, mais ont au contraire plusieurs activités, 2 ou plus. Ça peut être même jusqu'à 5 ou 6. Eh bien, à ce moment-là, G2P va avoir la possibilité de, en rentrant le pourcentage de temps passé à faire telle ou telle activité et en additionnant les pourcentages des diverses activités exercées, va donner très exactement l'exposition du salarié en fonction de son activité réelle, ce qui est évidemment une facilitation du travail pour les personnes en charge du sujet. Je précise aussi, pardon, ça sort un petit peu de la question, mais
sur les 4 facteurs qui ont été supprimés et sur lesquels Madame Taokali a dit un mot, je voudrais dire une chose, c'est que certes, il n'y a plus d'obligation pour l'employeur de faire une déclaration à la CARSAT pour attribuer des points, etc., tout ce que vous avez décrit, Dorothée. Mais pour autant, lorsque l'indice de sinistralité, je vous passe les détails, mais qui dépend du nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles par rapport au nombre de salariés, c'est calculé comme ça. Si l'indice de sinistralité atteint un certain seuil, à ce moment-là, les entreprises ont l'obligation de négocier un accord, et je précise que cet accord doit porter non pas sur les 6 facteurs, mais sur les 10. Je parle évidemment sous le contrôle de Madame Taokali qui va me rattraper, enfin me corriger si j'ai dit une bêtise, mais en tout cas, il semblerait que ce soit la réalité. Or, les 4 facteurs qui ont été supprimés de la mesure sont, parmi ces 4, il y en a 3 qui sont le port de charge, les postures pénibles et les vibrations, dont on sait qu'ils sont générateurs de troubles musculo-squelettiques, dont on sait qu'ils sont la première déclaration des nouvelles maladies professionnelles. Donc il y a un intérêt, d'une part, sur le plan juridique, si jamais on a un indice de sinistralité qui est trop haut, mais par ailleurs, comme ça a été dit juste avant moi, l'idée de travailler sur la prévention, c'est aussi de travailler sur tous les facteurs de pénibilité, et au-delà même, si possible. Donc, sur le référentiel pénibilité, vous aviez quelques slides? Oui, alors, donc, pour imager ce que j'ai dit, comment je reviens en arrière, là? Là, attendez, non, c'est celle d'avant, attendez. Pardon. Donc, vous avez ici à l'écran les mesures des facteurs de pénibilité pour chacun des facteurs que l'on voit et pour chacune des activités. Donc on a un taux, on a un score, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce score montre l'exposition à tel ou tel facteur de pénibilité pour un salarié qui effectuerait cette activité pendant 100% de son temps. Donc ça, c'est la base à partir de laquelle on travaille. Ensuite, on peut travailler, comme je l'ai dit, pour chacun des salariés, c'est-à-dire que chacun des salariés va avoir sa propre fiche d'exposition qui recense, une fois qu'on a renseigné le type de contrat qu'il a, le nombre d'heures qu'il travaille par jour et par an, on va pouvoir avoir les activités telles qu'elles sont exercées par ce salarié, et donc ça va lui donner sa fiche de pénibilité personnelle qui permet de suivre l'évolution en termes de prévention, puisque, comme vous l'avez dit, Dorothée, la loi de réforme de santé au travail met l'accent de plus en plus sur la prévention primaire, et sur la prévention de la désinsertion professionnelle. À mon sens, cela commence par le fait d'essayer de limiter l'exposition aux facteurs de risque, qu'ils soient d'ailleurs classés dans la pénibilité ou pas. Et donc, on va avoir pour ce salarié, en fonction de ses activités, très exactement et très précisément l'exposition à ces facteurs. Oui, donc la polyvalence pour les salariés qui exercent plusieurs activités. Exactement, ça veut dire que tel salarié qui a une activité le matin de nettoyage et l'après-midi de surveillance, eh bien, on a très facilement, uniquement en remplissant le pourcentage de temps qu'il a passé à faire telle ou telle activité, on va avoir très exactement son exposition à chacun des facteurs par l'addition de ce qui aura été rentré dans la machine. Et donc aujourd'hui, cette fonctionnalité est accessible aux établissements qui utilisent G2P? Alors, comme c'est nous qui avons fait le diagnostic qui a abouti au référentiel dont on parle depuis tout à l'heure, toutes les données sont rentrées dans G2P et c'est une fonctionnalité qui, bien sûr, est accessible à tous les établissements qui ont un compte dans G2P. Donc merci pour ces réponses concernant le référentiel. Est-ce qu'il y aurait des questions?
Donc, Bernard, donc, comme je le disais en introduction, la loi santé vise à renforcer la prévention primaire, comme vous l'avez dit, donc qui trouve sa source dans l'identification et l'évaluation des risques professionnels, et ce qui est la fonction du document unique d'évaluation des risques. Et donc, vous allez nous présenter les réponses apportées par G2P en miroir des mesures législatives. Oui, avec plaisir. Donc l'autre fonctionnalité, nous avons parlé de la fonctionnalité pénibilité, une des autres fonctionnalités de G2P, est bien de permettre aux établissements de remplir leur document unique d'évaluation des risques, et ce, à partir d'un diagnostic que nous avons fait sur le terrain, donc en partant du travail réel, sur l'ensemble des données, des mesures de prévention en place, de celles qu'il serait nécessaire de mettre en place, et de l'environnement dans lequel exercent les salariés sur le plan des risques professionnels. Il ne s'agit plus là seulement des 6 ou des 10 facteurs de pénibilité, mais il s'agit de l'ensemble des risques professionnels, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Donc on parle beaucoup des risques psychosociaux. Ces risques psychosociaux, on sait très bien que dans une étude récente de la DARES qui le montre, que dans un grand pourcentage de cas, les risques psychosociaux ne sont pas pris en compte dans les documents uniques d'évaluation des risques, particulièrement dans les petites entreprises. Eh bien, avec G2P et le travail qui a été fait, cette lacune est comblée et les établissements peuvent travailler aussi sur les risques psychosociaux. Alors, vous avez là, en noir, les termes de ce que la loi promulguée le 2 août, dite loi de réforme de la santé au travail, demande, et vous avez en rouge ce que je vais commenter, c'est-à-dire la façon dont G2P répond à ces demandes de la loi. Donc, on le sait, il y a une forte pression qui est mise pour travailler de plus en plus sur la prévention primaire. Et en propos introductif, je dirais que le document unique d'évaluation des risques, parce qu'il permet d'identifier puis d'évaluer l'ensemble des risques, est la base à partir de laquelle les entreprises et les établissements vont pouvoir améliorer les conditions de travail par la mise en place de mesures de prévention. Donc, ici, on a sur cette première slide une demande de l'évaluation de l'ensemble des risques. Parce que, je l'ai dit précédemment, nous sommes allés sur le terrain dans un échantillon d'entreprises, nous avons fait ce recueil de risques que nous avons transformé en questions, qui sont des questions fermées, des questions de tous les jours, auxquelles les établissements répondent, enfin les personnes en charge dans les établissements répondent. Le fait de répondre oui minore le risque et le fait de répondre non majore le risque. Et ensuite, l'algorithme de G2P permet de trouver des scores et des pondérations. Nous y reviendrons peut-être. Donc, c'est sous forme de questionnaire que ça se précise, mais l'ensemble des risques, encore une fois, sont envisagés dans cet outil. Ensuite, le document unique doit assurer une traçabilité collective de ces expositions. Alors, il a été fait référence aux plus de 2560 exactement, établissements qui utilisent G2P aujourd'hui. L'ensemble des réponses sont bien sûr, lorsqu'on fait des statistiques, sont bien sûr anonymisées. Il n'est pas question de transmettre à qui que ce soit l'ensemble de ces données. Mais parce que nous avons cette consolidation, eh bien G2P est en mesure de donner une statistique sur les documents uniques qui sont faits, sur les mesures de prévention les plus demandées, enfin toutes celles qui sont demandées par les entreprises ou que les entreprises et établissements ont prévu de mettre en place. Et vous le voyez dans l'ovale rouge qui est en bas à droite de l'écran, tous les documents uniques précédents sont archivés. C'est bien aussi ce qui est demandé par la loi de réforme sur la santé au travail, c'est-à-dire que pendant un minimum de 40 ans, je dis bien pendant un minimum de 40 ans, les documents uniques réalisés et actualisés année après année ou plus si nécessaire doivent être archivés. G2P répond à cet impératif.
Ensuite, il est question du plan de prévention. Ça s'appelait avant plan d'action, maintenant ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que les établissements sont tenus de faire un programme annuel de prévention dès l'instant qu'ils ont plus de 50 salariés, mais aussi de produire une liste des mesures de prévention à mettre en place dans l'année si ce sont des établissements de moins de 50 salariés. Dans tous les cas, il est nécessaire de le faire. Ce que l'on voit ici, il y a donc dans G2P 2 listes disponibles, celle des actions prévues comme devant être mises en place, avec les dates auxquelles elles doivent l'être. Et par ailleurs, une fois que l'on a mis en place cette action, on va pouvoir la cocher comme étant réalisée et ça va passer dans une liste des actions déjà réalisées. Chaque personne en charge remplit son adresse email, ce qui permet évidemment de répondre à la demande de la loi qui est que l'identification des ressources de l'entreprise pouvant être mobilisées doit être faite de facto dans G2P, étant donné que chaque personne remplit son adresse email, c'est quelque chose qui est fait automatiquement. Et l'intérêt de remplir son adresse email, c'est que en fait, il va avoir G2P qui va lui rappeler, qui va lui servir de mémoire, qui va lui rappeler que au moment, quelques jours avant la date à laquelle il a prévu de mettre en place cette mesure de prévention, eh bien G2P va lui rappeler qu'il doit le faire, ce qui évidemment est une aide qui peut être précieuse. Enfin, il y a un calendrier de mise en œuvre. Eh bien, comme vous l'avez vu dans G2P, les dates sont prévues. Donc, chaque document unique qui est réalisé par G2P comprend l'identification, on l'a dit tout à l'heure, l'évaluation avec un score qui est donné sur une échelle qui tient compte de la fréquence et de la gravité, qui sont les 2 maîtres mots de l'évaluation des risques, et puis le plan d'action, la liste des actions qui seront mises en place dans l'année. Donc, on l'a dit, le document unique doit être conservé. Eh bien, toutes les versions antérieures, on l'a vu dans les slides précédentes, toutes les versions antérieures sont archivées, sont préservées. Et à tout moment, l'entreprise peut imprimer son document unique d'évaluation des risques en PDF pour le transmettre à toute personne qui le demanderait, c'est-à-dire tout salarié, c'est aussi dans la loi, tout salarié présent ou passé de l'entreprise peut réclamer le document unique. Il en aura, en appuyant sur impression, il en aura une version quand il le souhaitera. Et par ailleurs, il est nécessaire aussi que le document unique soit, et c'est un des articles de la loi, soit transmis à chacune de ces actualisations, soit transmis au service de santé au travail. Et là, ça c'est un point particulièrement important, me semble-t-il, parce que le document unique d'évaluation des risques est obligatoire depuis 20 ans, on le sait. Depuis 2001, c'est obligatoire. Pour autant, il y a 40 à 50% des entreprises qui n'en ont pas. Pourquoi? Eh bien, très vulgairement, je dirais, parce que pas vu, pas pris. Mais s'il y a un accident grave, bien évidemment, la première chose que l'inspection du travail va demander en arrivant dans l'entreprise, c'est le document unique d'évaluation des risques. Et puis, s'il n'y a pas d'accident, ben voilà, les entreprises n'étaient pas embêtées. Désormais, elles doivent transmettre systématiquement leur document unique au service de santé au travail. Et compte tenu des certifications et des contraintes qui vont être demandées aux 10 services de santé au travail, je ne pense pas m'avancer beaucoup en pensant que si les entreprises ne le transmettent pas, les services de santé au travail le réclameront. Donc il me semble que désormais, la constitution, la réalisation du document unique d'évaluation des risques devrait être quelque chose qui va être beaucoup plus réalisé, beaucoup plus fluide. Voilà. Oula. Bon, je retourne. Non, c'est dans... Là, attendez. Très bien, merci beaucoup Bernard. Y a-t-il des questions sur cette partie, sur G2P et la loi santé? Non? Est-ce que Madame Taokali voulait dire un mot sur la loi santé? Mais écoutez, merci pour cette présentation. En fait, on est actuellement en train de travailler sur les décrets d'application pour que tout soit opérationnel lorsque la loi entrera en vigueur en mars 2022. D'accord, merci. Donc G2P a une fonctionnalité de réalisation du document unique, une fonctionnalité qui mesure la pénibilité, et donc je sais que G2P a une 3e fonctionnalité, donc vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc
nous sommes dans une démarche de prévention, et pour ce faire, comme on l'a dit et répété, pardon si c'est redondant, tout commence dans la prévention primaire, tout commence par l'identification et l'évaluation des risques. Mais pour autant, ça ne suffit pas. Une fois que c'est fait, il faut mettre en place des mesures de prévention. On l'a vu un petit peu, G2P, une fois qu'il a fait son l'évaluation des risques, va proposer des mesures de prévention. Mais pour autant, il y a aussi parfois des thèmes ou des situations demandant d'aller beaucoup plus loin sur un risque particulier. Raison pour laquelle nous avons créé une fonctionnalité qui traite des sujets comme les risques psychosociaux de façon beaucoup plus approfondie que dans le document unique d'évaluation des risques, avec un approfondissement aussi des mesures de prévention à mettre en place, sur le risque routier, qui est un risque extrêmement présent dans le monde du travail, sur le diagnostic des troubles musculo-squelettiques, sur les salariés aidants. On est en train de travailler là-dessus parce que c'est un vrai sujet qui émerge, enfin qui fait plus qu'émerger, mais qui prend de plus en plus d'importance dans le monde du travail. Et puis enfin, sur un sujet qui est aussi mis en avant par la loi de réforme sur la santé au travail, qui est le sujet de la qualité de vie au travail. Et pendant des années, ce sujet de la qualité de vie au travail a été un petit peu le réservoir dans lequel on mettait tout et n'importe quoi. Notre avis, c'est qu'il ne suffit pas de mettre un baby-foot dans le hall d'un établissement pour qu'on ait travaillé sur la qualité de vie au travail, qui est multifactorielle, qui a énormément de facteurs. Et le législateur ne s'y est pas trompé, puisque désormais, on ne parle plus de conditions de vie au travail, mais de conditions de vie et des conditions de travail. Et nous avons, désormais, la possibilité de fournir aux entreprises à leur demande, ou aux établissements, de fournir à leur demande un état des lieux sur le sujet qui est particulièrement difficile de la qualité de vie et des conditions de travail, avec 3 pôles majeurs: celui de la santé, celui des conditions de travail et celui de la qualité de vie. Alors, ce que vous avez sous les yeux, je ne sais pas si c'est lisible parce que c'est un petit peu petit, mais dans la bulle de la santé, on va traiter la santé physique, la santé sociale, la santé mentale et l'hygiène de vie, qui fait évidemment partie d'un sujet de prévention. Dans les conditions de travail, eh bien, on va traiter les risques émergents, on va traiter la sécurité et on va traiter l'environnement physique, l'ergonomie. Et puis, dans la qualité de vie au travail, c'est tout ce qui est management et organisation. À partir de questions pour chacune des 12 petites bulles qui sont là, sur les 3 thèmes que je viens de décrire et d'évoquer à l'instant, eh bien, nous avons un certain nombre de questions qui vont permettre à chaque établissement de faire un état des lieux. Et à quoi sert cet état des lieux? Eh bien, il y a des sujets qui vont apparaître en rouge, c'est-à-dire à traiter en priorité. Donc ça va permettre aux établissements de prioriser, de hiérarchiser les actions qu'ils souhaitent mener pour l'amélioration de la qualité de vie au travail. Et je termine en redisant que c'est une demande de la loi de réforme de la santé au travail de travailler et d'introduire dans les négociations annuelles le sujet de la QVT. Donc il y a une question. Oui, Dorothée, nous avons une question d'un établissement concernant les entreprises de sous-traitance. Faut-il pour le chef d'établissement s'intéresser, prendre connaissance d'éventuels d'UR de ces établissements, de ces entreprises sous-traitantes? Alors, pas de prendre connaissance des documents uniques des entreprises de coactivité, enfin des entreprises extérieures, mais de s'assurer qu'il y ait un plan de prévention de la coactivité, c'est-à-dire des entreprises qui interviennent dans l'établissement en question. D'ailleurs, ce sujet particulier est évidemment traité dans les questions qui concernent ce sujet, et donc la personne en charge n'a qu'à se laisser guider parce que elle aura des questions auxquelles elle pourra répondre par oui ou par non, et donc dans le résultat de l'évaluation des risques apparaîtra le sujet et les conseils et les mesures de prévention recommandées pour traiter le sujet. Merci.
Merci Bernard Cotet pour cette présentation. Donc là, dans les développements à venir au niveau du groupe paritaire des conditions de travail, donc on va essayer de mettre en place une fonctionnalité statistique pour exploiter les données des 2500 OGEC qui ont répondu donc, au document d'évaluation unique et de voir comment mettre en place, de façon notamment régionale, des mesures de prévention qui seraient financées par nos fonds sociaux. Oui, il y a un intérêt majeur à avoir cette fonction statistique qui existe déjà dans G2P. Et nous le faisons avec les rapports annuels que nous produisons pour les branches. Nous mettons en face la hiérarchie des risques. Donc, dans cette hiérarchie des risques, on va avoir un risque qui va apparaître comme étant le premier, celui qui a le score le plus élevé sur une échelle de 1 à 16. Disons que c'est le risque de chute de hauteur. Ça n'est qu'un exemple. Lorsqu'on met en parallèle le nombre de fois où les établissements ont choisi de mettre en place une mesure de prévention contre le risque de chute de hauteur, et qu'on voit que ça apparaît en 5 ou 6 ou 7e position de la liste, eh bien, ça va permettre à la branche, à la commission paritaire, de pouvoir de pouvoir faire un pilotage, de pouvoir donner des indications en disant « Attention, vous ne vous rendez pas compte que vous avez ce risque-là et vous avez prévu des actions de prévention sur tel autre risque alors que vous devriez porter là-dessus. » Je vais prendre un exemple. Lorsqu'on va tous chez le coiffeur de temps en temps, eh bien, dans la branche de la coiffure, on pense aux produits chimiques et on pense aux troubles musculo-squelettiques. Or, nous, ce qui ressort de G2P, c'est que le risque de chute de plein pied apparaît comme premier. Et donc ça permet à l'organisation en charge de la commission paritaire de faire passer une information selon laquelle ça vaudrait le coup de faire un coup de projecteur là-dessus. C'est toute la vertu de ce pilotage que nous proposons et dont G2P donne les données. Merci beaucoup, merci pour vos interventions. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, cette seconde partie est terminée. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.